Si vous êtes artisan ou dirigeant d'une PME dans le bâtiment, vous savez sûrement qu'entre les devis, les factures, le suivi des chantiers et toute l'administrative, on peut vite perdre un temps énorme. Et justement aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil que j'utilise moi-même et qui simplifie vraiment toute ma gestion au quotidien. Constructor est un logiciel tout en un spécialement conçu pour les artisans et les PME du BTP. L'objectif est simple, vous faire gagner du temps, mieux piloter votre activité et centraliser toute votre gestion dans un seul outil. Avec Constructor, vous pouvez créer vos devis rapidement, les transformer en factures en quelques clics, suivre vos chantiers et votre rentabilité en temps réel et gérer toute la partie administrative et financière beaucoup plus facilement. Le gros avantage, c'est que le logiciel est vraiment pensé pour le terrain. Il est simple, intuitif et accessible même si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils informatiques. Ce que j'apprécie particulièrement avec Constructor, c'est sa prise en main ultra rapide, la signature électronique directement intégrée, la gestion complète du passage à la facturation électronique, mais aussi leur équipe support qui est très réactive et disponible par chat, email ou téléphone. Et ça, franchement, c'est un vrai plus quand on travaille au quotidien sur des chantiers et qu'on a besoin de réponses rapides. Autre point important, le logiciel évolue constamment grâce au retour des utilisateurs. Et mon gros plus personnel, Constructor est un logiciel développé en France et co-construit avec ses clients. On sent vraiment que l'outil a été pensé pour répondre aux besoins réels des artisans et des PME du bâtiment. Vous cherchez une solution simple et intelligente pour gérer votre activité, Constructor peut vraiment vous aider à gagner du temps et à mieux organiser votre entreprise. Si vous voulez découvrir le logiciel ou le tester par vous-même, je vous mets mon lien juste en description. Vous pouvez profiter d'un essai gratuit pendant 14 jours et voir concrètement comment Constructor peut simplifier votre gestion au quotidien. Allez jeter un œil et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à Constructor pour sa confiance. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Pourquoi Qualibat a refusé le renouvellement de ce dossier RGE? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez vous présenter un dossier Qualibat RGE pour obtenir le renouvellement de votre qualification ITE. Vous passez en commission et là, c'est direct le retrait de celle-ci. Vous faites un recours, vous présentez un nouveau chantier et c'est encore refusé. 2 fois en moins de 2 mois. C'est exactement ce qui est arrivé à une entreprise du secteur du bâtiment et croyez-moi, les raisons sont ultra instructives pour tous ceux qui veulent obtenir ou conserver leur qualification RGE en isolation par l'extérieur. Dans cette vidéo, je vous décortique point par point chaque motif de refus et surtout comment présenter un dossier qui tienne la route face à la commission. Si vous êtes en train de monter votre dossier de qualification RGE, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle peut clairement vous être utile et peut-être même vous éviter un refus. Chapitre 1. Qu'est-ce que la qualification 7131 RGE? Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel important. La qualification Qualibat 7131, c'est la reconnaissance officielle qu'une entreprise maîtrise l'isolation thermique par l'extérieur pour des travaux de technicité courante comme de la maison individuelle, du petit collectif et du petit tertiaire. Couplée à la mention RGE,
Elle est indispensable pour que vos clients puissent toucher les aides de l'État. Sans RGE, vous ratez beaucoup d'opportunités. Et perdre ce précieux sésame que vous avez mis un certain temps à obtenir est un coût bien plus difficile à encaisser. Dans le cas qui nous intéresse, la commission Qualibat a examiné le dossier de l'entreprise en février 2026 et a prononcé un retrait avec effet immédiat. L'entreprise a tenté un recours amiable en avril 2026 qui a été refusé également. Voyons pourquoi. Chapitre numéro 2, les motifs du premier refus. La commission a identifié 3 catégories de problèmes lors du premier examen. Motif numéro 1, absence de preuve de compétence du personnel encadrant par le biais de formation, diplôme, certificat de travail. Premier point, et c'est fondamental, aucune preuve de compétence du personnel encadrant n'a été fournie. Pas de diplôme, pas de certificat de travail, pas d'attestation de formation. En clair, la commission ne peut pas vérifier que le personnel qui pose l'ITE sur vos chantiers a été formé et sait vraiment le faire. La solution, pour chaque responsable et ou encadrant technique, constituer un dossier solide avec un CV détaillé, les copies de diplômes d'État, les certificats de travail des anciens employeurs et idéalement des attestations de formation professionnelle spécifiques à l'ITE, telles que des formations théoriques et pratiques chez un fournisseur ou centre de formation agréé. Et assurez-vous de réunir l'ensemble de ces pièces, elles sont déterminantes pour la solidité de votre dossier. Motif numéro 2 sur le chantier numéro 1, non-conformité des couvertines d'appui. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les couvertines d'appui, ce sont les éléments de finition qui coiffent les seuils de fenêtres et les murets. Elles se présentent sous la forme d'une plaque qui recouvre la partie supérieure de la maçonnerie. Son objectif principal est de protéger la structure contre les infiltrations d'eau. Sur ce chantier, le point le plus préoccupant est la quasi-horizontalité apparente de la couvertine. Une pente trop faible peut provoquer des stagnations d'eau, des infiltrations et surtout une dégradation prématurée du support. De plus, les finitions des joints d'étanchéité en extrémité d'appui apparaissent irrégulières et peu soignées sur le plan visuel. Bien que le constat ne constitue pas nécessairement une non-conformité technique, la qualité de finition observée est susceptible de faire l'objet d'une réserve d'ordre esthétique lors de la réception de l'ouvrage. Un conseil, respectez une pente minimale de 3% pour assurer une bonne évacuation des eaux de pluie et éviter toute stagnation. Les couvertines doivent impérativement être équipées de remontées de 20 mm à leurs extrémités. Il est recommandé de privilégier des couvertines munies d'équerre latérales. Celles-ci améliorent l'étanchéité des extrémités, réduisent les risques d'infiltration et assurent une finition nettement plus esthétique. Et bien sûr, pensez à réaliser des photos avant et après sur chaque chantier. Motif numéro 3. Sur le chantier numéro 2, 3 non-conformités majeures. Ce chantier cumule plusieurs problèmes. Problème numéro 1. Non-conformité des couvertines. Même problème que précédemment. Deuxième problème. Non-conformité du rail de départ et de la pose de l'isolant dans les angles. Le rail de départ, c'est la première pièce posée en bas du mur. Elle conditionne tout l'aplomb du système. Un rail mal posé et c'est tout le complexe ITE qui part de travers. Dans les angles, la pose demande une technique précise avec des découpes soignées pour assurer la continuité de l'isolation. La commission a constaté que ce n'était pas respecté. Un conseil, vérifiez systématiquement le niveau et l'horizontalité du rail de départ avant de commencer.
Pour les angles entrants et sortants, la pose des panneaux doit être impérativement harpée. Et bien sûr, documenter la pose en photo avant et après. Troisième problème, absence de mouchoirs. Les mouchoirs, ce sont les petits morceaux d'armature en fibre de verre placés en renfort aux angles des ouvertures. Ils servent à éviter les fissures dans l'enduit au point de contrainte. Leur absence entraîne quasi systématiquement des fissures aux angles des ouvertures. Un conseil pour éviter tout oubli, intégrez systématiquement la pose des mouchoirs dans votre checklist de chantier ou votre protocole de pose. Vous pouvez aussi adopter un réflexe simple, ne jamais commencer l'enduit sans avoir posé et vérifié les renforts. Enfin, prenez une photo avant et après pour assurer la traçabilité et le contrôle qualité. Chapitre numéro 3, le recours et le deuxième refus. L'entreprise a eu le droit de présenter un recours amiable, ce qui est plutôt une chance. Lors de la commission d'avril 2026, le dirigeant a présenté un nouveau chantier censé prouver sa maîtrise de l'ITE. Malheureusement, ce chantier a révélé une fois de plus des non-conformités sur les photos qu'il a présentées. Nouvelle non-conformité numéro 1. Absence de calpinage du polystyrène. Le calpinage, c'est le plan de pose des plaques d'isolant et la disposition des panneaux avant de les coller. Sans calpinage, les joints verticaux se retrouvent alignés, ce qui crée des points de faiblesse structurels. Un conseil, établissez le plan de calpinage avant chaque début de chantier. Assurez-vous que les points suivants soient respectés. Les panneaux doivent être harpés aux angles rentrants et sortants. La pose des panneaux doit être réalisée à joints décalés. Les panneaux doivent impérativement être coupés en L aux angles des ouvertures. Attention, les joints ne doivent jamais être alignés dans le prolongement des tableaux de menuiserie. Et photographier le calpinage réalisé. Nouvelle non-conformité numéro 2. Problème d'alignement des plaques. Des plaques mal alignées, c'est un défaut d'aplomb et de planéité qui se voit dans le rendu final, mais surtout qui compromet la tenue de l'enduit. Un conseil. Utilisez systématiquement une règle de maçon ou un niveau laser pour vérifier l'alignement au fur et à mesure de la pose. C'est du contrôle qualité en temps réel. Nouvelle non-conformité numéro 3. Non-respect des épaisseurs de joints. Les joints entre les plaques doivent être inférieurs à 10 mm. Au-delà, on crée des ponts thermiques et des zones de fissuration dans le temps. Un conseil, vérifiez vos joints à l'avancement. L'écart entre panneaux peut être comblé avec de la mousse polyuréthane jusqu'à 10 mm. Au-delà, un complément avec une chute du même isolant doit être mis en place. Ne jamais utiliser de colle ou de l'enduit seul pour combler les joints. Le désaffleur n'est pas gênant à condition de poncer l'isolant pour obtenir une planéité maximale de 7 mm sous une règle de 2 mètres avant la première couche de base. Puis photographier le rendu final. Nouvelle non-conformité numéro 4. Pose de chevilles à fleurs non conformes. Les chevilles à frapper ou à visser se posent à fleurs. C'est-à-dire que la rosace doit affleurer exactement la surface de l'isolant pour éviter l'apparition de spectres sous l'enduit. Sur ce chantier, la pose de cheville à fleurs a été respectée. La non-conformité ne porte pas sur la qualité de pose des chevilles, mais sur leur nombre et leur positionnement. Le devis présenté au client mentionne explicitement 8 chevilles au mètre carré.
Or, les photos de chantier montrent un nombre de fixations inférieur à ce qui était contractuellement prévu. Vérification technique simple. Pour un panneau PSE de 1200 par 600 mm, la surface est de 0,72 m². En appliquant le nombre de fixations au mètre carré prévu au devis, soit 8 chevilles multipliées par 0,72 m², on obtient 5,76, que l'on arrondit à 6 chevilles par panneau. Les photos révèlent seulement 5 chevilles posées, soit une fixation manquante par panneau. Un conseil, le nombre et le positionnement des chevilles dépendent de plusieurs facteurs, notamment le site du chantier, la nature du support, la classe de résistance des chevilles et surtout les préconisations de l'avis technique. Ce dernier définit précisément le nombre de fixations et la position exacte des chevilles par panneau. Il est essentiel que ce nombre soit mentionné dans le devis et que la position des fixations soit rigoureusement respectée lors de la mise en œuvre sur le terrain. Nouvelle non-conformité numéro 5. Absence de baguette goutte d'eau. La baguette ou profilé goutte d'eau se pose principalement au-dessus des ouvertures de baies pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement. Son absence entraîne des infiltrations qui à terme peuvent causer des désordres importants. Un conseil, c'est un accessoire de finition obligatoire. Listez-le systématiquement dans votre devis et dans votre ordre d'approvisionnement. Là encore, une photo est à prendre avant l'enduit final. Chapitre numéro 4. Comment représenter un dossier de qualification solide. La commission a été claire. Elle recommande aux dirigeants de suivre une formation en ITE avant de représenter un nouveau dossier. Voici comment je vous conseille de procéder. Étape numéro 1. Se former à l'ITE. Plusieurs organismes proposent des formations théoriques et pratiques, dont certaines sont certifiantes. Vous pouvez vous orienter vers des formations proposées par des fabricants ou fournisseurs, ou des formations continues dispensées par des centres de formation agréés. L'essentiel est de choisir une formation délivrant une attestation nominative précisant clairement les compétences acquises. Je vous mets en description des liens vers des fabricants, fournisseurs et centres de formation spécialisés en ITE. Attention, une entreprise n'ayant jamais réalisé de travaux d'ITE a peu de chances d'obtenir sa qualification, même après une formation théorique et pratique. En effet, l'absence d'expérience terrain ne constitue pas une preuve suffisante de compétence au regard du référentiel Qualibat. En revanche, une entreprise ayant déjà réalisé des travaux d'ITE, mais ne pouvant pas justifier de formation spécifique, pourra renforcer son dossier grâce à une formation adaptée. De même, si le personnel dispose de certificats de travail, cela peut venir appuyer la demande de qualification en complément de la formation suivie. Étape numéro 2. Reconstituer entièrement le dossier du personnel. Pour chaque membre de votre équipe, mettez à jour ou refaites les CV, rassemblez les diplômes, collectez les certificats de travail et ajoutez les attestations de formation. Si votre effectif a évolué, veillez à bien documenter les nouvelles embauches. L'objectif est de démontrer à la commission que vos chantiers sont encadrés par des personnes compétentes, formées et qualifiées. Étape numéro 3. Préparez un chantier de référence irréprochable. Choisissez un chantier récent et photographiez tout. Sans oublier le rail de départ mis à niveau,
les mouchoirs aux angles des baies, la couvertine d'appui, les chevilles de fixation, la baguette goutte d'eau et les joints conformes. Et surtout faire des photos à chaque étape, avant, pendant et après, et pas seulement à la fin. Étape numéro 4, constituer un dossier de chantier complet, avec le devis signé ou le bon de commande, la facture définitive, les fiches techniques des matériaux, produits et ou systèmes mis en œuvre, les photos d'avancement légendées, le procès-verbal de réception et la fiche d'autocontrôle si possible. La commission doit pouvoir reconstituer le chantier de A à Z rien qu'avec vos documents. Étape numéro 5, anticiper la commission. Avant de soumettre votre dossier, faites-le relire par un professionnel externe ou un collègue de confiance. Un regard extérieur vaut mieux qu'un énième refus. Conclusion. Cette situation nous enseigne que la qualification Qualibat n'est pas une simple formalité administrative. Elle constitue la preuve concrète et documentée de votre maîtrise du métier depuis la phase de préparation jusqu'aux finitions. Peu importe la taille du chantier, cette qualification atteste de votre savoir-faire, de votre rigueur et de votre capacité à réaliser des travaux conformes aux exigences de qualité du secteur. Chaque non-conformité relevée dans les deux décisions est un point technique précis, documentable et surtout corrigeable. Rien n'est rédhibitoire si vous prenez le problème à bras-le-corps. Si vous êtes dans une situation similaire ou si vous préparez votre première demande de qualification 7131 RGE, choisissez un responsable technique et ou encadrant formé avec de l'expérience dans l'activité ITE. S'il n'a pas de diplôme, formation ou preuve de la maîtrise du métier, faites-lui faire une formation ITE. Et si possible, formez votre équipe complète. Et n'oubliez pas de documenter vos chantiers comme si la commission regardait par-dessus votre épaule. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner, la partager autour de vous. Je vais publier d'autres analyses réelles de dossiers refusés pour vous montrer exactement ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter. Et si vous avez des questions sur votre propre dossier, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.